auparavant, je vais vous donner quelques informations. Tout d'abord, la prochaine conférence avec Pénaruis est reportée en janvier, et donc ce sera rafraîchiré, et on vous a donné une petite information là par un flyer. Donc, nous avons finalisé donc, le programme du premier semestre 2019. Rapidement, je vais vous le citer, vous verrez les personnalités qui vont participer avec nous. Donc jeudi 24 janvier, ce sera Henri Pénaruis, philosophe, sur le thème République et démocratie, où en sommes-nous? Le jeudi 14 février, avec Jacqueline de Grandmaison, après l'amiante, un autre scandale sanitaire. Elle est journaliste d'investigation. Le vendredi 22 février, le populisme par Jean Quétier, philosophe. Le jeudi 14 mars, économie, alimentation et écologie, avec Michel Rivasi et Gérard Lepuil, journaliste. Michel Rivasi, députée européenne des Verts. Le 28 mars, Henri Brock, professeur d'université, nous fera une conférence sur une approche physico-zététique de la nature. Le jeudi 18 avril, les luttes d'idées à l'âge néolibéral avec Isabelle Garot, qui se fera en même temps que notre séminaire que nous allons organiser de janvier à juin 2019 sur le néolibéralisme. Je ne vous citerai pas le nom de tous les intervenants, mais vous recevrez par Internet ou par différentes informations le programme. Donc le jeudi 18 mai, il y aura une informatisation de la société et les GAFAM de Pierre Musso, Google, Facebook Amazon et compagnie. Le 1er juin, alors là le lieu sera précisé, à mon avis il nous faudra une grande salle. C'est bioéthique, l'intelligence artificielle avec Axel Kahn. Le jeudi 20 juin, ils ont tué Rossel, c'est Robert Charvin, professeur d'université. Ils ont tué Robert Charvin? Donc, nous allons avoir aussi d'autres intervenants aux Amis de la Liberté. Nous accueillerons donc l'onusien Jean Ziegler, ancien député travailliste de Suisse, et je crois président d'une commission à l'ONU. Et le champion du monde, Lilian Thuram, qui a accepté aussi notre invitation. Donc voilà, nous avons un programme très chargé. Je vous demande d'éteindre vos téléphones, parce que peut-être que Jean-Louis va nous mettre en relation avec les extraterrestres. Donc nous allons passer la parole à Jean-Louis, le dieu que vous connaissez tous. Donc il va nous faire de Copernic à Newton. La représentation de l'univers a été bouleversée. Il va bien nous expliquer, parce que là, j'ai un petit peu de mal pour comprendre ce fragment de phrase. Allez Jean-Louis, à toi la parole. Ouais. Merci. Bon. Donc, bien. L'exercice de ce soir, c'est pas de Copernic à Newton, etc. Ça, c'est le sous-titre. Représenté pour comprendre. En fait, c'est un exercice de style. Et on va essayer d'évoquer, en fait, comment on a changé de façon de concevoir l'univers, concevoir notre environnement, de se concevoir nous-mêmes, les humains, entre une période extrêmement précise, bien particulière, donc entre 1550 et 1690. Mais on va d'abord commencer par un état des lieux. Qu'est-ce qu'on savait de l'univers à cette époque-là? Dans l'Antiquité, tout en haut, il y a la sphère des fixes, en gros, c'est les étoiles, qui sont là, qui servent de décor. Et devant ce décor, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Au-dessous de la sphère des fixes se trouve le brillant, qu'on appelle l'astre de Saturne. C'est
étoile planante qui se déplace, une planète, hein, l'astre de Saturne, qui va être 30 ans pour faire le tour du ciel. Voilà. Sous le brillant, plus bas que lui, circule le splendide, dit l'astre de Jupiter. Écrit l'astre, le cercle zodiacal en 12 ans à peu près. Vous remarquerez les petits symboles, hein. Le premier, Saturne, c'était la faute, celui qui donne la vie et qui la retire. Ça, c'est le bec de l'aigle Aquila, hein, celui qui bouffait le foie de Prométhée, mais qui faisait tout le sale boulot pour Jupiter. Toute transposition. Dessous encore se place le rougeoyant, l'astre de Mars. L'astre de Mars, symbolisé par le bouclier et la lance du dieu de la guerre. Hein. Voilà. Donc on a une idée de l'univers qui est assez précise dans l'Antiquité. C'est un texte qui remonte au 1er siècle avant notre ère. Hein. Au-dessous circule le Soleil. Encore plus bas se trouve Lucifer. Lucifer, l'astre de Vénus, celui qui porte la lumière, celui qui brille le plus. Hein. Vénus, la beauté, représentée, symbolisée par son miroir, tout simplement. Et puis encore en dessous se trouve l'éclatant, l'astre de Mercure, qui se meut également à la même vitesse que le Soleil. Mercure, symbolisé par le caducée, le bâton autour duquel s'enroule le serpent. Et puis tout à fait en bas se meut la Lune, qui décrit le cercle zodiacal à 27 jours, un tiers à très peu près. Voilà l'univers tel qu'il est connu dans l'Antiquité, avec une Terre ronde, hein, contrairement à ce qu'on nous a raconté trop souvent. On sait que la Terre est ronde depuis le 6e siècle avant notre ère. Donc la Terre ronde est au milieu, et autour de cette Terre ronde tourne, devant les étoiles, 7 astres mobiles. 7. Le 7 devient effectivement magique, divin, puisqu'il est dans le ciel. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc c'est très bien, on a un truc qui marche vraiment, qui est sympa, qui est tout comme tout. La Terre est ronde, hein, bien sûr. Et on va sauter tout de suite à une époque bien postérieure. Ça, c'est l'univers de l'Antiquité, fin de l'Antiquité, tout le Moyen-Âge, c'est comme ça que ça se passe. 1543, il se passe quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important, M. Copernic meurt. Mais il avait publié juste avant, eh bien, une autre explication, une autre théorie de l'univers, qui était à peine différente de la première. Sauf que tout tourne autour du Soleil et non pas de la Terre. C'est le Soleil qui devient important. La Terre quitte son rang de centre de l'univers avec un petit bémol, un petit défaut. La Terre a la Lune qui tourne autour quand même. Alors que les autres, les dieux, Jupiter, Saturne, etc., n'ont pas de lune à cette époque. Et donc voilà, pardon, il y a un truc qui... Bon, c'est tout. Il y a une image qui a sauté. Donc voilà, l'univers, c'est le Soleil au milieu, et autour du Soleil tournent nos 5 dieux du jadis, hein, les 5 planètes, plus la Terre qui devient une planète. Les mots commencent à changer de sens. La Terre devient une planète. Planète, c'est une étoile qui plane. La Terre, c'est pas une étoile qui plane. Mais elle rentre dans le rang avec les autres. Et donc, on voit que les mots commencent effectivement à changer de sens. C'est important. Et Rabelais s'en moque bien. Il explique bien. En toute cette année, il ne sera qu'une lune. Encore ne sera-t-elle point nouvelle. Il y a encore des gens qui disent qu'on change de lune au XXIe siècle. Non, non. Jeanne ne sera autre lune que celle laquelle Dieu créa au commencement du monde. Elle ne montre à la terre et gens terrestres diminution ou accroissement de sa clarté selon qu'elle se rapprocha ou s'éloignera du soleil. Attention aux mots, une fois de plus. La lune, c'est la lune, c'est pas le truc un peu sacré, magique, qui effectivement nous permet de gérer le temps. Et puis il va plus loin, il dit, attendu le comète de l'an passé et la rétrogradation de Saturne, mourra à l'hôpital un grand maraud, tout catarré, le cou levé. La sélection horrible sera entre les chats et les rats, entre les chiens et les lièvres, entre les faucons et les canards, donc c'est des prévisions faciles à faire, ça, et entre les moines et les œufs. Ça, c'est un clin d'œil. Attention à tout ce que raconte un de ses contemporains, Nostradamus. Ben oui, fait sortir du ciel tout ce qu'on veut, et donc les prévisions astrologiques, il s'en moque très bien. Il se moque surtout de Nostradamus à cette époque-là. On a 1533. Mais il va jouer, bien sûr, un des premiers à vraiment jouer avec les mots, et on voit que les mots changent de sens. Hein. Pour lui, la représentation de l'univers aussi devient importante. Représentez-vous un monde autre, auquel un chacun prête, à chacun doive, tous soient debteurs, tous soient presteurs. Égalité, tout le monde. Hein.
Oh, quelle harmonie sera parmi les réguliers mouvements des cieux. C'est des cieux, bien sûr, c'est pas chez nous que ça se passe comme ça. Hein. Quelle sympathie entre les éléments. Et peut bien montrer que les mots changent de sens. Il ose. Le grand Dieu fait les planètes et nous faisons les planètes. Attention, attention aux mots, et jouons avec les mots. La peinture, à cette époque, on est toujours à la même époque, hein, 1547, le Tintoret peint quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, j'ai mis la taille des tableaux pour que, en fait, on se rende compte que l'image qu'on a d'un tableau, c'est une image qui est toujours biaisée, puisqu'on va le voir en reproduction. La seule façon de voir un tableau, c'est d'aller le voir. Hein, c'est d'aller le voir. Et donc là, si on a le voir, c'est un monstre, ce tableau, il est très grand. C'est le miracle de l'esclave. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit quelque chose d'assez bizarre. C'est que le Tintoret nous représente une scène. Il y a un esclave qui se fait trucider et, eh bien, ça ne marche pas. Les armes, tous les outils se brisent avant d'arriver sur l'esclave. Pourquoi? Et c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'on montre dans la même image le résultat, le témoignage et la cause. La cause, elle est là. Personne, sauf l'esclave, voit 5 marques qui est là. Voilà. Le tableau est parfaitement équilibré. Vous le retournez, il tient toujours. Non mais ça c'est très important. Et donc voilà, donc on montre à la fois, on représente à la fois le résultat et la cause. Sur la même image, la même chose. Et il y a même peut-être beaucoup d'autres choses là-dedans, en particulier cette Madone qui se promène ici, qui va sans doute présider à la conversion de ce groupe-là, mais c'est une autre histoire. Donc l'univers est changé, on est en 1543, le Soleil est au milieu, nos planètes tournent autour, et la Terre devient une planète. Nous ne sommes plus le centre du monde. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter, et le pouvoir, donc, le pouvoir, c'est pas... Il peut être corrompu, c'est ce qu'on va nous expliquer là. Alors, Ronsard, toujours à la même époque, nous raconte quelque chose de très intéressant, très important sur le pouvoir. En particulier, Madame c'est la reine, hein, il faut chasser ces gourmands de harpies. Je dis ces importuns dont les griffes remplies de 100 000 morceaux tordent toujours la main. Et tant plus ils sont sous, tant plus meurent de faim. Éponge de la cour, qui suce et qui tire, plus ils crèvent de bien et plus ils en désirent. Ça a 450 ans, ça. Hein. Ça n'a pas changé. Non, mais ça montre très bien la corruption du pouvoir. Alors, comme on ne peut pas dire ça clairement, c'est quand même beaucoup plus élégant de le cacher dans un poème. Il va falloir apprendre à lire, ou plutôt apprendre à lire ce qui se cache. Quelles sont les idées qui sont cachées, véhiculées par des textes extraordinaires? On va en voir quelques-uns. On arrive à la deuxième étape, 1572. En 1572, il se passe quelque chose d'énorme dans le ciel. Énorme. Il y a une étoile qui apparaît. Elle est observée par Tycho Brahe, qui est encore assez jeune à l'époque, et une étoile nouvelle. Une étoile nouvelle qui apparaît dans la constellation de Cassiopée. Ça se passe novembre 1572, on sait maintenant, ça s'appelle une nova, c'est une étoile qui est explosée. C'est la première fois qu'on voyait un truc pareil. C'est la première fois qu'il se passe un accident dans la sphère des fixes, ça qui est la référence immuable. Là, c'est forcément parfait, puisqu'il ne se passe rien là-dedans, c'est le repère de tout le reste, la sphère des fixes. Or, la sphère des fixes n'est pas si fixe que ça. Il y a une étoile qui apparaît dedans, puis qui disparaît. Et alors, la première réponse, il dit attention, rien de tel depuis Hipparque, autre grand astronome de l'Antiquité, en 125 avant notre ère, car l'étoile des mages n'était pas un objet céleste, mais un astre qui ne concernait que et que seuls virent et comprirent. Alors, si vous voulez tout savoir sur l'étoile des mages, je fais une conférence là-dessus la semaine prochaine, ici même. C'est pour Noël. Et donc, attention, c'est pas une histoire comme l'étoile des mages. C'est vrai. J'ai vraiment vu quelque chose là-haut, une étoile qui apparaît à un endroit où il n'y en a pas, et qui va se mettre à disparaître. Le ciel n'est pas immuable. Attention à toutes nos certitudes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, cette étoile qui a explosé en 1572, on l'observe encore. Ça, c'est une image du reste de cette étoile qui a explosé, qui a été faite par un satellite américain il y a quelques semaines.
Donc voilà, on continue de travailler là-dessus. Heureusement que des gens travaillaient au XVIe siècle. Mais juste après, 1577, apparaît une comète. Une comète, on avait déjà vu des comètes depuis toujours, ça surprend les gens, mais bon. Apparaît une comète dans le ciel, très spectaculaire. Et là, notre Tycho Brahe, celui qui avait observé précisément l'étoile explosant en 1572, va observer cette comète aussi, mais il va l'observer en astronome, pas apeuré par la comète. Il va l'observer en astronome, il va déterminer ses positions, il va en fait utiliser cette information qui débarque là pour essayer de la faire rentrer dans le système. Parce qu'il va faire plus que d'observer correctement la comète. Il va réussir à déterminer sa distance, ou plutôt il va réussir à montrer qu'elle est plus loin que la Lune. Ce n'est pas un phénomène terrestre. Ça ne se passe pas chez nous. Ça se passe plus loin que la Lune. Donc ça doit être rangé parmi les choses qui tournent là-haut autour du Soleil. Et lui, il n'aime pas que ça tourne autour du Soleil. Donc il invente un système qui sauve l'Antiquité, qui sauve la préséance de la Terre. Il dit voilà, la Terre est fixe, c'est au milieu, autour de la Terre tourne la Lune, ça, on est bien d'accord. Et le Soleil qui tourne autour de la Terre, et puis les planètes, nos 5, plus la comète tourne autour du Soleil. C'est une pirouette. Alors mathématiquement parlant, c'est la même chose que l'autre, hein, pour faire les calculs. C'est la même chose que le système de Copernic. Mais ça rassure. Ça rassure. Donc Tycho Brahe, le plus grand astronome de l'époque, propose un système qui sauve la Terre, qui sauve le centre de l'univers. Le Soleil, c'est quelque chose d'étonnant. C'est un centre, évidemment. On lui fait tourner autour tout ce qui n'est pas, en fait, ce qui évidemment tourne autour de la Terre. La Lune, la comète, on la fait tourner là-bas. Seul problème, c'est que dans le système que propose Tycho Brahe, les étoiles tournent autour de la Terre. Le Soleil, c'est vraiment un truc bizarre qui tourne autour de la Terre, et autour de ce Soleil, c'est le centre d'un système un peu particulier qui contient les planètes. Donc la Terre est le centre de l'univers, le Soleil, la Lune, les étoiles tournent autour de la Terre, les planètes et les comètes tournent autour du Soleil. Tout ça, c'est déduit d'observations précises qui sont faites avec des instruments de l'époque, c'est-à-dire des instruments de visée. Il n'y a pas de lentille, il n'y a pas d'optique encore. On n'a fait que viser, mais on vise avec une très grande précision. On commence à accumuler des observations, c'est-à-dire qu'on commence à fabriquer des bases de données. En fait, on va pouvoir traiter ces données, mais notre Tycho Brahe n'est pas assez bon mathématicien pour traiter les données correctement. Lui, il se contente, et il a raison, d'accumuler des données de très bonne qualité. On ne sait pas encore que c'est comme ça que ça s'appelle, mais voilà. Donc on a un système, on est à fin 1577, on a un système un petit peu particulier. La Terre est sauvée, elle reste au centre. Et donc il y a une guerre qui va s'établir entre les courants de pensée astronomiques, mais pas seulement, politiques aussi. Qu'est-ce qu'est le patron? Est-ce que c'est le Soleil ou est-ce que c'est la Terre? Donc ça va être la guerre, une vraie guerre qui va se produire, enfin une guerre au sens des échanges d'idées entre les astronomes et les courants. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les astronomes, ils sont financés par les gouvernements, par les rois. Donc, chacun va défendre sa préséance. Et il se passe des choses importantes. C'est qu'en Angleterre, il y a Thomas Digges, qui est un excellent astronome, qui, lui, revendique Copernic. Il veut que ce soit le Soleil qui soit au milieu. Et il va vraiment se battre contre les idées de Tycho Brahe pour dire c'est Copernic qui a raison, c'est le Soleil qui est au centre. Le problème des étoiles, il faudra le résoudre autrement. Le problème, donc, des idées et disons, des systèmes, eh bien, Montaigne nous l'explique très bien, il dit, voilà, c'est très simple. Le ciel et les étoiles ont changé de place pendant 3000 ans. Tout le monde l'avait cru, jusqu'au jour où l'on s'avisa de soutenir que c'était la Terre qui se déplaçait en tournant autour de son axe. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Et de nos jours, Copernic a si bien établi cette théorie qu'il l'utilise couramment pour tous les calculs astronomiques. Que peut-on tirer de cela, sinon que peu nous importe de savoir lequel de ces deux points de vue est le bon? Et qui sait d'ailleurs si dans 1000 ans, un troisième rapport réfutait les deux précédents? C'est de la lucidité. Il n'a pas fallu attendre 1000 ans pour effectivement remettre en cause
complètement Copernic, mais voilà, il dit attention, pour notre vie à nous, on a besoin de systèmes de représentation, mais tant qu'il s'agit de vivre, ben, ces choses-là peuvent parfaitement cohabiter. Si on veut essayer de comprendre un peu plus, ça devient un peu plus compliqué. Et là, il va plus loin, il dit ainsi, quand il se présente à nous quelques doctrines, c'est plus simplement une théorie de l'univers, quelques doctrines nouvelles, nous avons une grande occasion de nous en défier et de considérer qu'avant qu'elle ne fût produite, sa contraire était en vogue. Et comme elle a été renversée par celle-ci, il pourra naître à l'avenir une tierce invention qui choquera, qui changera. De même la seconde, avant que les principes qu'Aristote a introduits fussent en crédit, d'autres contentaient la raison humaine, comme ceci nous contente à cette heure. Autrement dit, la vérité est toujours passagère, et forcément remise en cause, et donc attention surtout à notre sensibilité. Et là, on va voir quelque chose du méthodo sur une peinture de l'époque, 1572, la bataille de Lépante. Alors, vous connaissez tous Lépante, à cause de la rue. Mais Lépante, c'est une bataille navale extrêmement importante qui a eu lieu dans le golfe de Patras. Et c'est un tableau extrêmement important, donc c'est une commande véronaise. Qu'est-ce qui s'est passé à la bataille de Lépante? Disons qu'une coalition financée en partie par le pape a rassemblé les marines vénitiennes, etc., vénitiennes, espagnoles, françaises, enfin bon, tout le monde s'y est mis pour empêcher la flotte ottomane qui s'était réfugiée dans le golfe de Patras de venir continuer à contrôler toute la Méditerranée. Alors, ce tableau, eh bien, il nous montre un peu comme le Tintoret tout à l'heure, deux choses. L'objectivité, ce qui s'est passé, on s'est bagarré. C'est à peu près illisible, mais c'est la bataille navale. Et c'est quand même une bataille où il y a eu à peu près 30 000 morts. C'est une des plus monstrueuses batailles de l'histoire. 30 000 morts, hein, des centaines de galères, etc. Mais la partie haute, elle nous raconte, comme dans le Tintoret, comment ça s'est passé en vrai. D'où ça vient. Et alors, si on regarde ça de près, déjà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les bateaux. Regardez lui, là. Il balance sur les bateaux des flèches divines. Donc, il y a un coup de main qui vient du ciel. Mais pourquoi ce coup de main vient-il du ciel? Parce que, voilà, la scène est bien décrite ici. Qu'est-ce que je vois là? Je vois la Vierge qui est ici, Saint-Pierre, Saint-Roch et Saint-Marc. Pourquoi? Saint-Pierre, c'est lui qui tient les clés, donc il était avec la Vierge. Saint-Roch et Saint-Marc, c'est les deux saints patrons de Venise, avec leurs attributs, hein, les attributs du pèlerin pour lui, le lion. Ici. Venise est là. On ne la voit pas, elle est là, évidemment. Plus ça, qui est cette dame? C'est pas Saint-Roch, c'est pas Saint-Marc, c'est pas... Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est Sainte Justine qu'on retrouve son poignard, son attribut, elle avait été transpercée la flèche. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a collé Sainte Justine là-dessus? Parce que Sainte Justine se célèbre le 7 octobre. C'est la date de la bataille. 7 octobre 1571. Tout est rentré là-dedans. Il faut apprendre à lire. On ne peut pas dire comme ça, écrire. Il faut apprendre à lire pour comprendre effectivement toutes ces choses-là. Rien n'est gratuit. Donc il faut faire extrêmement attention et il ne faut surtout pas hésiter à passer du temps sur les choses pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il veut dire. La représentation va beaucoup plus loin qu'une simple représentation, disons, traditionnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées à l'intérieur. Là, on arrive à une étape critique, 1600, Giordano Bruno. Bon, qu'est-ce que Giordano Bruno, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit une chose extrêmement importante. Le soleil est seulement une étoile. Le soleil est seulement une étoile parmi tant d'autres. Donc il règle le problème du soleil. Le soleil n'est qu'une étoile. Les habitants des autres astres doivent, comme nous, avoir l'impression d'être au centre de l'univers. L'anthropocentrisme est une maladie engendrée par un usage naïf des sens. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Parce que là, il n'est pas question de savoir si le soleil est le centre ou si c'est la Terre. Qu'est-ce qu'on dit? Non, 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 non. Le soleil n'est qu'une étoile. Toutes les étoiles sont des soleils qui ont leur monde, il va beaucoup plus loin, il dit on finira par les voir.
finirait par les voir. Il écrit ça en 1584. Il n'y a pas de lunette, la lunette n'existe pas encore. Hein? Donc, et il dit, on les verra, ces mondes, autour des autres soleils. Alors évidemment, ça coûte cher. Alors, il a des arguments théologiques assez amusants. Il explique que Dieu ne peut pas se permettre de régner sur une basse-cour, n'est-ce pas? La Terre, qu'est-ce que c'est la Terre? C'est un tout petit truc qui se promène autour d'une petite étoile et il y en a partout. Donc Dieu, il doit être partout. Donc ça va lui coûter effectivement très cher. Aussi, déployai-je dans l'air mes ailes confiantes, sans crainte de heurter, cristal l'hiver, je fonds les cieux et dans l'infini m'élance. Et tandis que de mon globe je fonds sur les autres et pénètre plus avant dans le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin. Ça aussi, c'est extraordinaire. Attention, il dit qu'il faut se servir de la pensée. La seule méthode qui nous permettra de comprendre quelque chose, c'est d'utiliser notre intelligence et non pas notre sensibilité. Nos sens nous trompent, nos sens nous permettent de vivre, mais si vous voulez effectivement comprendre les choses, ben, il faut sortir de ses sens. Utiliser son intelligence. Et ça, c'est compliqué. Alors évidemment, ça lui coûtait très très cher. Ça lui coûtait très très cher. Et à notre... c'était un peu le porte-parole du Saint-Office, du tribunal du Saint-Office. Il est devenu Saint-Robert quand même, il a du galon. Et qu'est-ce que dit notre Saint-Robert? Ben, dit, bon, je vais vous le mettre en français, hein, déclarons que toi, frère, Giordano Bruno, il était prêtre, hein, il était moine, un peu défroqué, tu es un hérétique, impénitent, tenace et obstiné, et pour cela tu as encouru toutes les censures ecclésiastiques et peines prévues par les 5 canons, lois et constitutions. Autrement dit, ça va pas. Mais l'Église ne se salit pas. Hein. Que tu dois être chassé de notre Sainte Église, on te vire, immaculé, etc. Et livré au bras séculier pour qu'il te punisse des peines dues. C'est pas nous qui te tuons. Nous, on dit, voilà, on te fout à la porte, mais on demande aux autres de faire le sale boulot. Effectivement, alors, il répond, enfin, vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à le recevoir. La classe. Bon, mais il a été quand même brûlé. Non, mais pourquoi on le brûle? Ben, évidemment, il avait attaqué pas mal de choses. Il n'était pas contenté de parler de l'univers, du soleil qui n'est qu'une étoile, etc., ce qui coûte déjà très cher. Mais il remettait en cause la virginité de Marie, en disant c'est le Saint-Esprit. non, mais ouais. Et ça, il ne faut pas. Donc ça, on l'a brûlé. Et alors, ce qui est très important, c'est de voir que on réagit, on est toujours en 1600, il n'y a toujours pas de lunettes astronomiques, on a toujours... toutes les informations qu'on a sur... toutes les idées qu'on a sur la structure de l'univers, c'est des idées qui viennent d'observations à l'œil nu et de systèmes de pensée. On réfléchit. Et c'est bien ça qu'on reproche à un certain nombre de personnes, c'est de penser. On s'attache, tous les pouvoirs s'attachent à empêcher les gens de penser. Il y a plusieurs façons de les empêcher de penser. On les abrutit de boulot, par exemple. Et puis dès qu'il y en a un qui pense, ben, on va le faire exclure. Donc, oui, mais c'est pas nouveau. Hein. Mais le problème, c'est qu'il se passe... Enfin, le problème. La même semaine, la semaine où Giordano Bruno est exécuté, se rencontre Tycho Brahe, dont j'ai déjà parlé, hein, ce grand astronome qui avait accumulé les données, mais qui commence à être assez âgé, qui avait été amené à fuir. Il avait été bien aidé par le prince du Danemark qui lui avait filé une île, il avait construit un observatoire, etc. là-dessus. Bon. Puis après, ça s'était mal passé, il s'est brouillé, il est reparti, il se retrouve à Prague. Et puis Kepler. Kepler qui est un grand mathématicien, encore assez jeune à l'époque, un grand mathématicien, et Kepler est intéressé par les données de Tycho Brahe. Parce que lui, il veut faire passer les mathématiques dans cette base de données pour tenter d'en sortir quelque chose. Lui, il est persuadé que les choses tournent de manière harmonique, que Platon avait raison, il y a une harmonie divine, etc. Et là-dedans, il dit, maintenant avec les outils mathématiques dont nous disposons, on va peut-être pouvoir sortir, en fait, ces allégations, ces prévisions de Platon, reprises depuis toujours, ben on va peut-être les faire sortir
des équations. Donc il se retrouve là, et là il va se passer des choses importantes parce que cette rencontre et cette guerre des astronomes, eh bien elle va être racontée par des gens, on vient de brûler Bruno, hein, donc on ne peut pas dire tout haut, parce que les gens en parlent souvent, elle va être racontée par des gens importants, dont Shakespeare. Il ne va pas dire ça, comme ça, il ne va pas dire c'est Tycho Brahe qui a raison, ou c'est Copernic qui a raison, etc. Il va raconter ça en codant ses pièces de théâtre. Code Hamlet. Alors, vous savez peut-être, si vous avez vu Hamlet ou si vous avez lu, la première scène d'Hamlet, une scène complètement bizarre. On a deux gardes qui sont en train de se balader, et puis il y a une étoile qui est là-haut. Il parle d'une étoile anormale dans le ciel. Tycho Brahe avait vu cette étoile anormale dans le ciel. Novembre, ça se passe au mois de novembre 1572. C'est un petit peu comme dans le tableau tout à l'heure, on donne la date. La date, elle est là. Elle est là, et le lieu est là aussi. Ça se passe au Danemark, hein, donc voilà. Donc c'est très, très bien. Et l'étoile est là-haut, etc. Et quand on lit la pièce, et quand on regarde comment sont construits les personnages de la pièce, on s'aperçoit que c'est tout à fait évident. Le codage, une clé est donnée au départ. L'étoile en question, c'est l'étoile dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est la Nova Cassiopeia, en 1572. Mais le reste, si vous regardez le casting, Claudius, c'est Claude Ptolémée, ou Tycho Brahe. Polonius, c'est Copernic. Ophélia, la Lune. Rosencrantz, c'est Guildenstern, deux noms bizarres qui sont là, en fait. C'est des deux noms pratiquement inchangés de deux ancêtres de Tycho Brahe. Rosencrantz, ça veut dire rosaire. Guildenstern, c'est l'étoile dorée. Mais c'est des vrais noms qui existent, des vraies familles. Pourquoi est-ce que Shakespeare nous colle ce truc-là dans Hamlet, alors que, en fait, c'est une clé de plus. Et Hamlet, c'est Christian IV. Et le soleil. Et en fait, d'après les gens qui ont bien travaillé la question, et il y en a pas mal, ça fait quelques dizaines d'années que ça dure, to be or not to be, c'est Tycho Brahe or not Tycho Brahe, parce que Tycho Brahe, au début, il a assuré la régence du Danemark, et il est sans doute lui le père de celui qui va être Christian, c'est-à-dire un usurpateur, puisque ce n'est pas le roi qui a fait. Voilà. On retrouve ce type de codage. On ne peut pas dire les choses simplement, on est obligé de les dire de manière complètement cachée, camouflée. Dans une autre pièce de Shakespeare, Les Peines d'amour perdues, où il y a un héros extrêmement important qui s'appelle Birovne. C'est Brown. Brown, c'est Bruno. Et en fait, effectivement, on se retrouve avec plein... Parce que Bruno était à Londres pendant un bon moment, donc un petit peu avant que Shakespeare écrive, mais ce travail de Bruno à Londres, avec Digges, etc., Shakespeare a très bien connu. Donc on retrouve en fait tout un tas de notations pour les gens qui connaissent Bruno, et bien, évidemment, c'est lui qui raconte ça. Une autre pièce de Shakespeare dans La Tempête, le roi de Naples, c'est Bruno encore. Bon, mais c'est une autre histoire. Et donc, on s'aperçoit qu'il est important et intéressant de maquiller un petit peu les choses, de faire passer des messages, comprenne qui peut, mais attention, regardez bien ce qui se passe. Et là, on va retrouver ça dans ce tableau extraordinaire et très connu du Gréco, qui est un petit tableau, vous voyez, c'est pas bien grand. Hein, vue de Tolède sous l'orage. Extrêmement moderne, c'est un tableau d'une modernité incroyable, qui est d'une composition extraordinaire. Pareil que là, il tient tout seul, vous le retournez, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce tableau, il pose un problème. Il pose un problème parce que pour les gens qui connaissent Tolède bien, on voit le Tage ici, on voit la trace là, c'est très bien. Il y a un défaut, il y a un petit problème. Et le petit problème, c'est le Gréco lui-même qui va nous donner la clé. Parce qu'il peint une autre vue et plan de Tolède. Et on voit que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça,
flèche de la cathédrale a été changée de place. Parce qu'elle est tout à fait caractéristique de Tolède. Mais son tableau, c'est là qu'il nous montre ça. Donc il l'a collé là. Vous voyez, regardez. Hop. Et en fait, quand on regarde le tableau de très près, quand on s'aperçoit qu'effectivement, ça a bien été rajouté. C'est plus vrai que vrai. On rassemble sur la même image, en fait, tous les éléments qui permettent de situer correctement le lieu. Mais ce n'est pas une représentation dite objective, c'est une représentation plus qu'objective. En fait, ce type de technique va être repris, bien entendu, après, par des très grands peintres modernes. Qu'est-ce que fait Picasso s'il n'est pas foutu de mettre tous les morceaux au même endroit pour qu'on voit tout en même temps, entre autres. Là, on est passé en 1610, année clé. Pourquoi? Parce que c'est l'année où on va utiliser enfin un instrument d'optique pour pouvoir observer le ciel. C'est plus seulement l'œil. 1610, ça fait 10 ans que Bruno a été exécuté. Ça fait 9 ans que Tycho Brahe est mort. Mais on continue de travailler. Alors, l'invention, la nouveauté, c'est effectivement la lunette. La lunette qui est simplement un entonnoir à lumière, qui a été inventé aux environs de 1583, mais qui était une arme. C'était un secret militaire, en fait. Ça servait en Italie, aux troupes, regarder comment l'ennemi se présentait. Donc c'est un entonnoir à lumière, tout simple, hein, un verre de lunettes de vue qui sert d'entonnoir, la lumière rentre dans l'entonnoir, et puis à l'autre extrémité de la lunette, eh bien, on met une loupe pour grossir l'image. Voilà. 2 bouts de verre. Pourquoi est-ce que Galilée fabrique le truc pareil? Parce qu'il a connaissance de l'existence de cette arme qui s'est promenée au gré des guerres européennes, qui s'est retrouvée en Hollande, et là qui commence à être vendue en 1608-1609 comme un jouet, comme un gadget, en quelque sorte. Ça permet de regarder les voisins, les voisines, c'est vachement bien, c'est sympa, surtout. Donc, impeccable. Donc, ça se vend très très bien. Et donc, lui a connaissance de l'existence de cet objet par l'intermédiaire de quelques trafiquants d'armes de la cour d'Henri IV, qui font passer l'information jusqu'à Venise, où il se trouve. Et là, à Venise, il y a Murano pas loin, il y a des verriers, etc. Il fait fabriquer sa lunette, et puis il va regarder les voisins, les voisines, comme tout le monde, mais il regarde le ciel. Et là, la première surprise, c'est que quand il utilise sa lunette sur les étoiles, il s'aperçoit que ça ne grossit pas les étoiles. Donc c'est très décevant. Mais il en voit plus. Autrement dit, attention à nous. Nos certitudes sont remises en cause. Il suffit de se mettre un entonnoir à lumière devant les yeux pour voir qu'il y a autre chose. Il y a des choses que nos sens ne voient pas, mais qui existent quand même. Donc là, la preuve qu'il faut faire attention à nos certitudes. Il va regarder la Lune, et s'aperçoit que la Lune, contrairement à ce qu'on imaginait encore à l'époque, c'est pas une boule bien lisse, mais qu'il y a des reliefs, il y a des montagnes dessus, il y a des trucs bizarres. La Lune, c'est plein de reliefs, plein d'anomalies. C'est comme la Terre, ça a des défauts. Donc la Terre n'est plus seule. Il y a une autre chose là-haut qui est plein de défauts. Et puis il va regarder les 5 planètes, les 5 étoiles planantes. Et là, il s'aperçoit de 2 choses. Il commence par Jupiter. Il voit que ce n'est pas une étoile. Pourquoi ce n'est pas une étoile? Parce que quand il la regarde dans sa lunette, elle grossit. Alors que les étoiles, elles ne se grossissent jamais. Ça reste des petits points. Donc Jupiter n'est pas une étoile. C'est une étoile planante, mais c'est un planant qui n'est pas une étoile. Bon. Et puis à côté de Jupiter, il trouve 3 petites étoiles qui suivent Jupiter. Et il découvre qu'en fait, ces 3 petites étoiles qui suivent Jupiter tournent autour de Jupiter. Il y en a 4. Donc Jupiter a des lunes. Jupiter est un monde comme la Terre. La Terre est une planète, mais les planètes sont des mondes. C'est plus... Le mot a encore changé de sens. Ah, tout le reste, ça marche, ça confirme que tout va bien. Toutes les planètes, il va les regarder, il va en déterminer des caractéristiques intéressantes, mais on a donc complètement changé de système, on n'est plus tout seul. Et on se dit, mais attention, on voit des défauts sur les planètes, des choses qu'on voit bien. On voit que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. C'est plus des dieux, c'est vraiment des mondes comme le nôtre, avec des lunes comme le nôtre. On va trouver des lunes à toutes les planètes, sauf à Mercure et à Vénus. On regarde le ciel,
on regarde les étoiles, et Pérez, en regardant les étoiles, découvre que dans la constellation d'Orion, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parmi les étoiles, il y a une tache bizarre, une nébuleuse. Il n'y a pas que des étoiles parmi les étoiles. Il y a autre chose. Alors, donc voilà, j'ai vu ça. Alors, la nébuleuse d'Orion, elle est là, évidemment, c'est pas comme ça qu'il l'a vue. C'est une image récente, très belle, mais lui, il a juste observé cette petite partie-là, et en fait, c'est ce qu'il décrit ici. Hein. Il dit, voilà. Évidemment, maintenant, on la voit comme ça. Donc, attention, il n'y a pas que ce qu'on voit, il n'y a même pas que ce qu'on voit avec des lunettes. Il y a des tas de choses plus compliquées quand on regarde mieux, quand on a des lunettes plus grosses, eh bien, apparaissent des choses qui ne rentrent pas dans le catalogue. Donc, il faut faire très très attention à tout. Les apparences sont évidemment trompeuses. Et là, on va voir un Caravage de la même époque, un petit peu plus tôt, 1596, qui nous montre justement comment, en fait, on peut montrer à la fois, dans une même image, eh bien, les apparences et les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe là? Ça s'appelle les tricheurs. Donc, voilà, c'est déjà... On nous dit vraiment ce qui se passe. Mais en fait, on nous dit beaucoup plus que ça. Donc, évidemment, lui, il va se faire avoir. L'autre, il regarde là. L'autre, c'est lui qui va sortir la bonne carte. Mais il faut regarder ça de plus près. Le mécanisme est là. Il a des doigts, des gants troués pour pouvoir mieux saisir les cartes pour que ça ne glisse pas. D'ailleurs, si vous regardez, on verra tout à l'heure un peu mieux. L'autre, on est en train, il va sortir la bonne carte, lui, il dit ce que c'est ici, qui va gagner. Même l'autre gant est pareil. Hein. Tout est caché. On nous dit tout d'un seul coup. Là, les mécanismes sont montrés, une fois de plus. Les apparences, elles sont trompeuses, mais la réalité peut être représentée de toute manière. On poursuit un peu, là on va tomber sur une période importante. Notre ami Kepler a pu traiter correctement les données de Tycho Brahe. Il a fait passer, il a changé, il a tenté de trouver les harmonies numériques qui permettaient effectivement de comprendre tout ça. Il a tout essayé, parce qu'il avait des moyens de calcul neufs. Il avait, des outils, des données à utiliser. D'autre part, il avait des nouvelles méthodes de calcul. On était en train d'inventer, il a participé à cette invention, un système qui simplifie considérablement les calculs, remplaçant les multiplications par des additions et les divisions par des soustractions. Ça s'appelle les logarithmes. C'est vachement pratique, ça permet de calculer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et donc il participe à l'invention des logarithmes, l'ami Kepler, il calcule, et puis il va finir par découvrir des choses extraordinaires. Les planètes et la Terre se déplacent bien autour du Soleil sur des cercles allongés, c'est des ellipses. Donc ce n'est pas des cercles, comme on l'avait pensé au départ, comme le pensait encore Copernic, ce sont des ellipses, des cercles allongés, et le Soleil n'est pas au centre de cette ellipse. Le Soleil n'est pas au milieu, il a sa place réservée, qui s'appelle le foyer, parce que c'est là que ça chauffe. Le foyer de l'ellipse. Donc tout va bien. On a les lois qui nous permettent effectivement de décrire correctement, de manière objective, disons, le mouvement des planètes. Là, c'est possible. Et il trouve même qu'une loi vraiment intéressante qui permet de relier le temps qu'une planète met pour faire le tour du Soleil à sa distance, à son rang. Vous voyez, ils sont toutes là, vous voyez. Là, on a la Faux, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. La Terre rentre là-dedans. La Terre est mathématiquement une planète. La loi qui relie en fait la distance et le temps de rotation, de révolution des planètes, eh bien, elle s'applique aussi à la Terre. Donc mathématiquement, ça marche. On est bien égaux. Les planètes ne sont que des mondes, comme le nôtre, c'est déjà pas mal. Et l'important, c'est le Soleil. Donc voilà ce que prouve notre ami Kepler grâce à Tycho Brahe. Et ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire. Et donc, voilà, le Saint-Office, qu'est-ce qu'il va dire? La doctrine attribue à Copernic que la Terre se meut autour du Soleil, attribue à Copernic, bien sûr, et que le Soleil se tient au milieu du monde sans se mouvoir du levant au couchant, est contraire aux Écritures saintes. Et, par suite, on ne peut ni la défendre ni la soutenir. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est contraire aux Écritures saintes, donc c'est pas la peine. Alors, ils prennent quand même quelques précautions. Parce que Bruno, c'est Bruno qui en disait moins que ça, mais qui n'avait pas les arguments, disons, scientifico-mathématiques qui permettent d'affirmer ça. Bruno, on l'a brûlé. Donc,
Bellarmine, qui est toujours dans le coup, il dit « Nous affirmons que le sieur Galiléo Galilei n'a abjuré ni entre nos mains, ni aux mains de personne à Rome, ni ailleurs, à notre connaissance, aucune opinion des doctrines, qu'il n'a pas en conséquence reçu de pénitence salutaire dit d'aucune sorte. Il lui a simplement été notifié la déclaration de sa sainteté le pape, publiée par la Sacrée Congrégation de l'Index, à savoir que la doctrine de Copernic touchant le mouvement de la Terre autour du Soleil et la stabilité du Soleil au centre du monde est contraire à la Sainte Écriture et par conséquent ne doit être ni défendue ni adoptée. » C'est ça. Alors il y a quand même un peu de peau, mais on est 16 ans après la condamnation et l'exécution de Giordano Bruno. Galilée, on lui demande simplement de continuer à faire des calculs s'il veut, mais il ne faut pas en parler. On n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de... C'est contraire aux Écritures, donc il faut... On ne lui dit pas d'arrêter de chercher. On lui dit d'arrêter d'enseigner. Il a le droit de chercher, mais il n'a pas le droit d'en parler. Il va quand même en parler un peu, et ça va faire. Mais alors, là, on a un problème, c'est que le mouvement, on le voit bien, mais comment faire pour l'exprimer? Et on a Rubens qui va nous donner une clé dans l'enlèvement des filles de Leucippe. C'est un très très beau tableau, étonnant, où en fait, bien, qu'est-ce qu'il arrive à nous montrer là-dedans? Il arrive à nous montrer un mouvement extraordinaire avec une image complètement fixe. Je vais faire tourner l'image pour qu'on se rende bien compte du mouvement. Dans une image complètement fixe, le mouvement peut apparaître. On peut représenter le mouvement en le comprenant bien, en l'ayant bien décortiqué comme ça. Et donc ça, c'est... Les modes de représentation, en fait, commencent à intégrer des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Montrer le mouvement sur une image fixe, c'est complexe. On sait le faire. On commence à savoir le faire. On va le faire de manière beaucoup plus en plus efficace. 31, un autre événement important dans le ciel qui se passe, c'est que Mercure passe devant le Soleil. Ça, c'est évident que quand on a bien compris que les planètes tournaient autour du Soleil, on a bien compris que Mercure et Vénus, qui sont entre la Terre et le Soleil, doivent de temps en temps passer devant. Personne n'avait jamais vu passer Mercure devant le Soleil, ni Vénus devant le Soleil. Or, Gassendi, d'après les calculs de Kepler, observe en novembre 1631 le passage de Mercure devant le Soleil. Ça prouve bien que c'est le Soleil qui est le patron et que ça tourne, tout le monde tourne autour. Il y a un passage de Vénus devant le Soleil qui a lieu à peu près la même année. Le problème, c'est que les passages de Mercure devant le Soleil, c'est assez fréquent. Tandis que les passages de Vénus devant le Soleil, il y en a 2 tous les 130 ans. Mais à 8 ans d'intervalle seulement, donc c'est pas terrible. Donc ils n'ont pas de pôle. Le prochain, c'est 1761, et ils vont attendre très longtemps pour les avoir. Il y en a un là que personne n'a pu observer. Et c'est là qu'on commence à avoir des modes de représentation qui s'intellectualisent en quelque sorte. Descartes, on est en 1630 encore là. Bon, il dit ça c'est pour se situer un petit peu, mais c'est pas tout à fait vrai. Je crains plus la réputation que je la désire, estimant qu'elle diminue toujours en quelque façon la liberté et le travail de ceux qui l'acquièrent. Donc attention à nos protecteurs, attention. Bon, et vous savez qu'il est mort en Suède après avoir donné un cours d'astronomie à Christine de Suède d'un coup de froid à 3 h du matin. Non mais elle prenait des cours en pleine nuit. C'est vrai, hein. Elle ne dormait pas. Mais qu'est-ce que dit notre ami Descartes? Ben, notre ami, c'est en 50 qu'il est mort en Suède. Là, il dit ça un peu plus tôt. Il va tenter de trouver une explication simple à ces choses bizarres qu'on vient de trouver. Il dit, ben voilà, il va inventer en fait ce qui va traîner pendant une centaine d'années, les tourbillons, la matière du ciel où sont les planètes dont la Terre tourne sans cesse en rond, ainsi qu'un tourbillon qui aurait le Soleil en son centre. Toutes les planètes, au nombre desquelles nous comptons la Terre, demeurent toujours suspendues entre les mêmes parties de cette matière du ciel. On ne sait pas ce que c'est que cette matière du ciel. Elle avait déjà été évoquée dans l'Antiquité quand on avait compris que l'univers était, notre environnement
était composé de 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et que l'élément divin, c'était le 5e élément, la quintessence, qu'on appelle l'éther. L'éther, lui, il appelle ça l'éther. Voilà, c'est un truc qu'on ne connaît pas chez nous. On ne voit pas, on voit pas ce que c'est. Évidemment, ça se traverse comme on veut, etc. Donc c'est un tourbillon de matière inconnue qui entraîne tout ça. Ça, c'est écrit en 1944. Et donc, le problème est là bien expliquer à tout le monde que tout tourne autour du Soleil, mais il ne faut pas le dire trop fort, donc on trouve des moyens pour essayer d'exprimer ça, etc. On va trouver, un petit peu comme dans Hamlet tout à l'heure, bien une autre façon de raconter la chose, dans cette leçon d'anatomie du docteur Tulp, qui est aussi extrêmement connue. Qu'est-ce que je vois là-dessus? Ben, je vois une leçon d'anatomie du docteur Tulp. C'est pas la première fois qu'on nous montre une leçon d'anatomie. C'était un peu compliqué parce que les cadavres, il fallait que c'était à l'époque un condamné à mort qu'on disséquait le jour de son exécution. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez une leçon d'anatomie, il y a un personnage ici qui est très différent des autres. C'est un chapeau. C'est le patron. Mais en réalité, si on regarde ça d'un petit peu plus près, avec des yeux un petit peu plus... On a une représentation du système solaire, connu à l'époque. Le Soleil est le patron, les planètes tournent autour, dont la Terre et la Lune qui sont ici. Et ça va être... Alors, il y avait déjà des représentations de ce genre qui avaient été faites auparavant. Ça va être repris beaucoup plus tard, à une époque où on aura fait de gros progrès sur la connaissance du système solaire, dans les années 80, 1680, et on saura qu'il n'y a pas d'atmosphère à la Lune, que la Lune est un astre mort, etc. Ben voilà. On va retrouver ça dans une autre leçon d'anatomie, 1683, donc beaucoup plus tard, et vous la regardez, et c'est le même système. La Terre et la Lune. Mais là, à cette époque-là, en 83, on commence à pouvoir le dire, mais un peu, pas trop fort. On commence à pouvoir le dire. Mais là, on est encore en 1630. En 33, il va se passer quelque chose d'important, c'est que le père Galilée va enfin avoir des vrais ennuis. Voilà. Parce que lui, il continue d'aller plus loin, il cherche, il travaille de manière très théorique à l'époque, puisqu'il l'observe pratiquement pas. Hein. Quel que soit le mouvement que l'on attribue à la Terre, pour nous qui l'habitons et participons à ce mouvement, il doit rester totalement imperceptible. Ce mouvement doit aussi nous apparaître comme entièrement commun à tous les corps qui, séparés de la Terre, ne participent pas à son mouvement. Autrement dit, on bouge avec la Terre, mais on ne se sent pas bouger puisqu'on bouge avec la Terre. Et on va bouger les autres. Ce qu'on appelle la relativité. Ce n'est pas la relativité générale qui va sortir beaucoup plus tard, mais c'est le début de relativité. Attention, le mouvement est relatif. Attention, c'est pas parce que je ne vois pas, je ne sens pas que je bouge pas. Et là, il a plein de belles explications, une très très jolie, vous vous amuserez avec, ça vous fera réfléchir, vous allez voir, c'est assez amusant. Et, question toute bête, il y a un bateau qui traverse la Méditerranée, avec un mât dessus, et il y a un oiseau qui tourne autour du bas sans le toucher. Il fait un tour pendant la traversée, l'oiseau. Quelle distance il a parcouru? Okay. Hein? Problème de relativité toujours. Et alors là, on va retrouver en fait la condamnation de 33 de Galilée. On retrouve les mêmes termes que ceux qui ont été utilisés pour Bruno, déclarant que tu es hérétique pour avoir tenu la doctrine contraire aux Écritures et que le Soleil est au centre du monde et immobile, tandis que la Terre n'est pas au centre de... Autrement dit, là, il a dépassé les bornes. Hein. On ressort effectivement les injonctions de 1616, 13 et 16. On ne va pas jusqu'à Bruno parce que d'abord il est vieux, puis il n'est pas prêtre. Mais quand même, il est condamné par le tribunal de Saint-Omer. Il a signé à résidence. Hein. Il ne peut plus bouger et théoriquement il ne peut plus non plus écrire, mais il va le faire quand même. C'est un peu Julien Assange de l'époque. Et là, donc, à l'époque 33, il y a un tableau de Rubens qui est assez étonnant parce que
Oui, ouais, c'est pareil, c'est un grand tableau, Jardin de l'amour. En fait, là, il va montrer des choses différentes de ce qu'on est habitué à voir sur les tableaux. Bon, ça s'appelle Jardin de l'amour, c'est très bien, mais en fait, qu'est-ce qu'on remarque quand on voit cette ça? D'abord, on remarque que le personnage féminin, c'est le même. En fait, il a peint cette toile, il avait arrêté de peindre à la mort de sa première femme, il se remarie en 30, et en 31, je crois, et avec une très jeune fille, elle a 16 ans, lui il en a 53. Et il montre ici, en fait, donc il a fait rentrer dans le Jardin de l'amour, mais il montre ici, en fait, l'évolution, les différentes attitudes de la dame en question. Il rentre aussi par là. Là, c'est un petit peu plus grivois par là-haut, avec la bénédiction de Vénus, les trois grâces, tous les ingrédients sont là. Il va montrer l'avenir. Il va montrer ce qui va lui arriver à cette pauvre jeune fille. 72. 72, c'est une période clé parce que là, on arrive avec un régional de l'étape, hein, Joe Domenico Cassini, qui va s'attacher, utilisant les outils qui sont à sa disposition, à donner des représentations de l'univers. Et là, il montre comment, en fait, les planètes extérieures, Mars, Jupiter et Saturne, se déplacent par rapport à la Terre. Si la Terre, on la garde fixe ici, voilà, c'est comme ça. Le mouvement apparent des planètes, c'est ça. Donc les différences que je vois sont provoquées par les différences de distance. Ça, c'est le mouvement relatif des planètes par rapport à la Terre. Là, il l'écrit, ils font ses calculs, il fait ça très bien. Mais ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont aller beaucoup plus loin parce qu'à cette époque-là, Louis XIV fait quelque chose de très bien. Il va payer des gens pour faire de la recherche. Là, c'est autre chose. On crée une institution. On va rassembler des vrais chercheurs. On les fait venir de pas mal d'endroits. Bon, beaucoup de Français, mais il y a Cassini, qui était à Bologne et à Rome avant. Il y a Huygens, qui était du côté de la Hollande aussi. Ils viennent ici travailler, ils sont payés pour bosser. Et donc, on va investir, l'État investit dans la recherche scientifique. Alors c'est pour ça que l'Académie royale des sciences est créée, c'est l'ancêtre du CNRS. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit tellement de choses que je ne vais pas pouvoir, on pourrait passer 2-3 heures là-dessus, non, c'est pas la peine. Mais on va avoir beaucoup de choses. On va travailler le travail institutionnel de Louis XIV qui va permettre de changer les choses. Création de l'Observatoire de Paris. Pourquoi est-ce qu'on crée un Observatoire de Paris? Pas tellement pour observer les étoiles au sens où on l'entend maintenant, mais pour avoir un méridien de référence à partir duquel on va pouvoir cartographier correctement en fait, le royaume et gérer correctement, le plus correctement possible, la navigation. Donc il faut un méridien de référence pour ça. Il faut créer un observatoire qui va effectivement repérer correctement les instants de passage du Soleil, etc., des planètes, par rapport à un lieu, par rapport à une ligne de référence, qui est la ligne méridienne de Paris. Donc on crée l'observatoire à Paris. Il est là, contrairement à ce que racontent certaines personnes, il est vraiment fini. Là, ça, c'est pas un coup d'échafaudage, c'est une lunette extérieure. Et puis, on va nous montrer, en fait, ici, tout un tas de nouveautés de l'époque. Voilà, ça, par exemple, l'horloge à pendule. Ça n'existait pas avant l'époque de Louis XIV. C'est Galilée qui, en fin des années 1580, découvre que la période d'un pendule, ça ne dépend que de la longueur de la ficelle, mais pas de ce qui est au bout. Autrement dit, voilà, on peut trouver un pendule qui va battre la seconde, c'est-à-dire qui va battre 86 400 fois par jour, tranquille. Un jour, c'est retour du même étoile au méridien. Donc on invente ce genre de système qui permet de mesurer effectivement avec une grande précision les durées. Et ça, c'est une des grandes nouveautés de l'époque, ce qui va permettre effectivement d'améliorer la cartographie, d'améliorer, etc. Beaucoup de choses, vous allez voir. Et puis, il y a ça ici, dans un coin qui paraît assez bizarre. En fait, ce qui paraît assez bizarre, cette carte-là, c'est la carte, pas n'importe laquelle, c'est la carte du canal des deux mers. Qu'est-ce qu'a fait Louis XIV? Il a fait fait un passage entre l'Atlantique et la Méditerranée. Le canal des deux mers qui existe toujours. Et si on regarde bien l'image, on s'aperçoit qu'il y a des choses intéressantes. Et cette main-là,
côté de la carte, montre ce bonhomme-là. La main, c'est juste pour dire c'est lui qui a fait le boulot. Lui, c'est Pierre-Paul Riquet. Il ne fait pas partie de l'Académie. Mais on l'a mis quand même là parce que c'était très important. Alors, qui fait partie de l'Académie? On pourrait s'amuser avec tout le reste. Il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est lui, tiens. Ça, on va passer... Vous voyez ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous tient. Il nous tient, en fait, les deux plateaux d'une balance. Il s'appelle Gilles Personne, de Robert Val. Avec un nom pareil, on ne pouvait pas appeler Monsieur Personne, donc il s'appelle Robert Val. Donc ça vous rappelle peut-être quelques exercices de seconde. Voilà, alors toute la bande est là, il y a encore de petits problèmes. Celui-là, c'est important, c'est celui qui tient l'écritoire, c'est Charles Perrault, l'auteur des contes. Son frangin, Claude, il doit être là, mais je ne suis pas sûr. Donc, qui était architecte, qui a fait pas mal. Donc, on va garder que les astronomes, là. Donc, je retire tous ceux qui ne sont pas de l'Académie. Garder que les astronomes. Bon, et puis on va essayer de regarder, penser à une autre chose. Une idée qui est venue à ces braves gens à cette époque, c'est que si on a deux yeux, c'est pour pouvoir attraper les choses qui sont à portée de main. Hein, voilà. Le yeux, ça. Si vous fermez un œil, vous n'arrivez jamais à remplir correctement un verre sans toucher. Hein. Foutez tout à côté. Bon, les deux yeux, ça vous permet de mesurer des distances accessibles directement. Si je veux mesurer des distances plus grandes, il suffit d'écarter les yeux. Alors, ce qu'ils vont faire, ces braves gens, on va écarter les yeux, on va prendre des yeux très particuliers, les yeux de celui-là et de celui-là, qui ont un nom, et on va les mettre dans un endroit très particulier, on va les mettre aux deux extrémités du royaume de France, ici, un à Paris, Cassini, l'autre en Guyane, à Cayenne, c'est pour ça que la Guyane est éclairée sur le globe, et ils vont mesurer un parallaxe de la planète Mars. L'idée est là toute simple. Et si j'arrive à mesurer ça, avec les progrès de la cartographie que mesure la distance Paris-Cayenne, je la connais bien, si j'arrive à mesurer l'angle qui est là, je vais avoir la distance de la Terre à Mars. Et si j'ai la distance de la Terre à Mars, grâce au travail de Kepler, j'ai la distance du Soleil, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Donc, on finance une expédition pour faire cette chose-là. Donc, voilà, ça va à Cayenne, avec le sieur Maurice qui va mourir en route, Richer. Il mesure, pour la première fois, la vraie obliquité de l'écliptique, proprement, la différence de méridien, la distance propre, Paris à Cayenne, réfraction jusqu'au zénith, et la parallaxe de Mars. Et puis les petites variations de la longueur du pendule, qui montrent qu'en fait, le coup du pendule à seconde, c'est bien pratique, mais ça ne marche pas tout à fait partout, parce que la Terre n'est pas vraiment sphérique. Et ça, ils ne le savent pas encore. Ils en déduisent la distance de la Terre au Soleil. 33 millions de lieues. Ça, c'est une affaire. Qu'est-ce que c'est qu'une lieue? Une lieue, c'est une heure de marche. Parce qu'à cette époque-là, les instruments de mesure, c'était la toise, hein, le pied et le pouce. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas très pratique, c'est pas très précis. Et puis, pour les grandes distances, c'était une heure de marche. Alors, si on est dans un terrain plat ou bien sur une montagne, la lieue ne va pas être aussi longue, pas les mêmes longueurs. Donc, il va falloir inventer des lieux uniformes. La nécessité, en fait, maintenant qu'on commence à faire des estimations, des mesures de très grande distance, la nécessité d'uniformiser tout ça vient criante. C'est pour ça qu'on va finir par inventer le mètre. Mais c'est eux qui sont les précurseurs parce qu'ils ont des tas de problèmes. Et ils arrivent à mesurer la distance de la Terre au Soleil, 33 millions de lieues. Il faut 33 millions d'heures pour marcher jusqu'au Soleil. Amuser à faire le calcul, ça fait pas mal de temps. Bon, on est content, mais conséquence de cette distance qu'on a enfin mesurée, la Terre, c'est tout petit. On peut mettre 1 million de terres dans le Soleil. Et là, c'est la grande surprise. Ça prouve, s'il le fallait, que le Soleil a toutes les raisons d'être au milieu. Dans l'Antiquité, Aristarque avait déjà dit ça. Il avait réussi à montrer que le Soleil était plus gros que la Terre. Donc il a dit c'est normal que ce soit au centre. Et on l'a envoyé promener. Et là, maintenant, à cette époque-là, on a la preuve qu'effectivement, on met 1 million de terres dans le Soleil. Donc ça va devenir un petit peu chaud. Et donc la science devient quelque chose d'important. Et
donc je n'hésite pas à vous citer mon vieux copain. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et or, un gros plutarque à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Montez pour faire bien du grenier de science cette longue lunette à faire peur aux gens. Et sans brimborion dont la vue importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune. Et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous, où l'on voit tout à l'étrange dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. J'ai rien dit, hein. Bravo. Mais je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons, en dormant, madame, échappé belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échu au travers de notre tourbillon, et s'il le rencontrait en chemin à notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme verre. Et là, c'est pas anodin, ça. Là, on est juste avant, en fait, la publication, la découverte de la gravitation universelle. On a bien compris qu'il y avait des tas de trucs qui tournaient, et que ces trucs qui tournaient, ils pouvaient se rencontrer. On commence à imaginer que les cratères qu'on voit sur la Lune, ce sont des cratères volcaniques ou de collision. On délire bien là-dessus, mais il y a des gens qui sont là pour ça, et qui délirent allègrement, des très grands noms, Cyrano de Bergerac, le vrai, pas celui de Rostand. Ben oui, non mais... Donc, ça bouillonne, ça dit des choses extrêmement intéressantes, et ça va s'aggraver dans les années qui suivent, parce que, à force d'observer de plus en plus précisément ce système qu'on commence à peu près à comprendre, on découvre quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que la lumière met du temps pour se déplacer, elle ne se déplace pas instantanément. Et ça se fait à la même époque, hein, c'est ça qui est fantastique. La nécessité de cette nouvelle équation du retardement de la lumière, ça, en gros c'est la vitesse de la lumière, hein, a été établie par toutes les observations qui ont été menées à l'Académie royale et à l'Observatoire depuis 8 ans. Et nouvellement, elle a été confirmée par l'émersion du premier satellite de Jupiter, observé à Paris le 9 novembre dernier, 10 minutes plus tard, voilà, qu'on devait l'attendre. La lumière met du temps pour traverser le système solaire, pour venir du Soleil à la Terre. Et ce temps, grâce à la distance soleil-terre qu'on vient de mesurer, je peux le transformer en vitesse de la lumière. Et donc la lumière, c'est ce que va nous expliquer ce brave Huygens, mais 500 secondes pour venir du Soleil. 500 secondes pour venir du Soleil. 1 seconde, un quart pour venir de la Lune. 1 heure pour venir de Saturne. Les choses changent complètement, là, on est complètement bouleversé. Donc la vitesse de la lumière est plus de 600 000 fois plus grande que celle du son. Et le mouvement de la lumière s'étend en ondes sphériques comme le mouvement du son. On commence à avoir des idées sur la propagation. On évoque dès les années 1680, en fait, le fait que la lumière, c'est une onde. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure? Ici-bas, ce grand corps n'a que 3 pieds de tour, mais si je le voyais là-haut, dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat, j'épaissis sa rondeur. Je le rends immobile, et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai, caché sous l'apparence. Je ne suis pas d'intelligence avec mes regards, peut-être un peu trop prompt, ni mon oreille lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais, en me mentant toujours. C'est pas un savant, hein. C'est La Fontaine qui nous dit ça. Ce qui montre que c'est effectivement dans l'ère du temps et qu'on commence vraiment à réfléchir et à se dire attention, tout dépend du point de vue où on se place et de l'idée qu'on s'en fait, comme disait Pierre Dac. Il faut vraiment faire extrêmement attention. Et là, une preuve, mais un petit peu plus tôt celle-ci, hein, mais il nous montre, c'est Velasquez qui nous montre ce problème assez critique de l'idée qu'on s'en fait et du point de vue où on se place. Tout le monde connaît ce tableau, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le tableau, on ne le voit pas, en fait. Il est là. Parce que lui, il est en train de bosser. Et où sont
les vedettes sont là. Il est en train de peindre le roi et la reine. Les personnages importants sont là. Et il a retourné le système complètement. Je peigne le pain à la reine, ben le roi et la reine, je peins le roi et la reine. Et je peins ce qu'il y a autour. En fait, c'est l'importance de ce qu'il y a autour, avec, bon, tout le monde est identifié là-dessus. Donc, vous voyez, on continue à aller encore plus loin, en montrant en fait l'importance du point de vue où on se place, et l'idée qu'on peut s'en faire. La dernière étape, c'est 87. Pourquoi 87? Ben parce que c'est l'année où Newton va publier la gravitation universelle. Autrement dit, jusqu'à présent, on vient de comprendre à peu près comment les choses se passaient, que toutes ces tronches-là tournaient autour du Soleil, etc. Enfin, que voilà, le tourbillon, on a compris que c'était comme ça que ça se passait. Maintenant, on va nous expliquer pourquoi. Pourquoi? Il dit, ben, c'est tout simple. Deux corps ponctuels s'attirent proportionnellement à chacune de leur masse et inversement proportionnellement au carré de la distance qui les sépare. Autrement dit, voilà. Ce qui est important, c'est la masse et la distance. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça tourne comme ça. C'est publié en 87. Mais en fait, c'est nourri de tout ce qui a été dit auparavant. Donc, c'est pour ça que moi, j'enseigne. J'aimerais que les profs de physique travaillent avec les profs de lettres. C'est quand même assez pas normal qu'on explique la gravitation à des enfants sans leur parler de Molière, qui la cache déjà. Ça permet un petit peu de situer les choses de manière un peu plus intelligente. Évidemment, on peut dire ça comme ça, mais là, personne n'y comprend rien. Oui. Et là, ça, c'est un texte le premier grand texte de vulgarisation. Il y en a eu quelques-uns auparavant, mais voilà, c'est 1686, donc juste au moment où pratiquement Newton publie. C'est Fontenelle qui est déjà secrétaire de l'Académie, qui va passer toutes les informations scientifiques, et qui va s'en servir pour enseigner. Et il va parler des étoiles. Il disait, on lui demande où sont les étoiles. Il dit, vous le devineriez peut-être, ma chère marquise, parce qu'il parle de marquise, si vous en aviez bien envie, les étoiles fixes ne sauraient être moins éloignées de la Terre que de 200 000 fois la distance d'ici au Soleil, qui est de 33 millions de lieues. Leur lumière, comme vous le pouvez voir, est assez vive et assez éclatante. Si elles la recevaient du Soleil, il faudrait qu'elles la reçussent déjà bien faible après un si épouvantable trajet. Il faudrait que par une réflexion, qui l'affaiblirait encore beaucoup, elle nous la renvoyasse à cette même distance. Il serait alors impossible qu'une lumière, ayant essuyé une réflexion et parcouru 2 fois un semblable chemin, ait cette force et cette vivacité qu'a celle des étoiles fixes. Les voilà donc lumineuses par elles-mêmes, et toutes, en un mot, autant de soleil. C'est 100 ans après Giordano Bruno. Et ben, on va terminer avec des Vermeer. Des Vermeer assez fantastiques. C'est des tout petits tableaux. Regardez, c'est tout petit. Alors, ils sont extrêmement connus, mais quand on va les regarder de plus près, on va s'apercevoir de choses intéressantes. L'astronome et le géographe, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent un astronome et un géographe qui sont au même endroit. Déjà. C'est au même endroit, c'est les mêmes outils, c'est surtout la même personne. Et la personne en question n'est ni astronome ni géographe, c'est Anthony van Leeuwenhoek, qui était un drapier, mais qui se piquait de science, qui avait amélioré un peu le système du microscope, qui a découvert les spermatozoïdes, d'ailleurs, pour passage. Ça mène à tout. Et donc, voilà, astronome et géographe, c'est la même personne, et on est donc dans les années 1670-80. Donc, les représentations sont très bonnes. Je voudrais juste vous rappeler ce que disait mon vieux copain. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi toutes les autres. Les habitants des autres astres doivent, comme nous, avoir l'impression d'être au centre de l'univers. L'anthropocentrisme est une maladie, engendrée par un usage naïf des sens. La conclusion, je vous la laisse la lire.
C'est pas neuf, hein. Un peuple est ce que l'a fait son enseignement et ne solde qu'avec la monnaie de mise en circulation. Nourri d'absurde, il rend l'absurde. Lui demander autre chose, c'est exiger des pêches d'un mançonnier. Merci. On recommence pas. Henri, on remercie Jean-Louis parce que là, c'était extraordinaire. Notre porteur de micro, vous pouvez l'interpeller, donc Jean-Louis répondra à toutes les questions. J'essaierai. Voilà. Tu l'as pas mis en route. Si, c'est pas rouge. Ah non, il est pas en route. Ah, il est là. Voilà. Alors après cet exposé spatial, qui veut bien prendre la parole pour commencer, pour poser les questions? Quelqu'un qui interpelle, qui a tout compris? Mais je ne sais pas si quelqu'un a tout compris encore aujourd'hui. Allez. Oui, je voulais vous poser une question sur la galaxie. Ouais. Est-ce qu'on arrive à calculer la masse de la galaxie, Ouais. c'est-à-dire de tout ce qu'elle comporte comme étoile, comme Ouais. gaz, comme poussière, comme astéroïde, etc. quoi. Oui, oui, on y arrive bien. En fait, comme vous avez parlé de Newton, Newton a étudié la gravité et je me pose la question suivante. Actuellement, on doute de la masse de la galaxie parce qu'en fait, vu la rotation de la galaxie sur elle-même, les étoiles devraient être éjectées. Et on parle de matière noire. Oui, ou ça de c'est une matière autre brune. histoire. Oui. Alors, bon, d'abord, je voudrais parler, je dirais à tout le monde ce que c'est la galaxie. La galaxie, en fait, c'est un mot grec qui signifie, galaxia, c'est la Voie lactée. C'est Galilée qui, en fait, on connaissait la Voie lactée depuis toujours, hein, on la voit à l'œil nu, et Galilée montre, en 1610, que cette Voie lactée, c'est un nuage d'étoiles, et non pas un nuage d'étoiles. Voilà. Et donc, depuis, on a compris qu'effectivement, ce nuage d'étoiles, notre galaxie, notre Voie lactée, il était assez grand, hein, donc quelque chose de plusieurs, une bonne 200 millions d'années-lumière, 200 000 années-lumière de diamètre, 200 000, 100, 200, ça dépend jusqu'où va le halo, et que ça contient quelques centaines de millions d'étoiles. Bon, autrement dit, on est à l'intérieur de ce truc-là, donc c'est pas très facile de le comprendre, mais heureusement qu'on a d'autres galaxies, donc on regarde les autres et il y a peu de raisons qu'elles soient différentes. Donc des galaxies, il y a partout, on sait à peu près comment ça fonctionne. On voit très bien que, effectivement, nos étoiles tournent dans la galaxie, tranquillement, 250 millions d'années pour le Soleil. Ça fait que le Soleil, il a fait une petite vingtaine de tours depuis qu'il existe. Hein. Et nous, l'espèce humaine, on n'a pas fait un tour encore depuis qu'on existe. Et donc, voilà. Et donc, la dynamique de notre galaxie, on la comprend relativement bien, mais on a effectivement des difficultés parce que il semble bien que pour notre galaxie et comme pour les autres, on soit amené à faire intervenir de l'énergie noire, hein, une énergie qu'on ne connaît pas, qui travaillerait avec ou contre la gravitation pour essayer de comprendre tout ça. Ça, c'est les aspects assez modernes de la recherche. Les réponses vont arriver dans les quelques années qui viennent, hein, pas tout de suite.
Donc c'est des questions qu'on se pose actuellement. Ça a peu de choses à voir avec ce que je vous ai raconté, puisqu'on avait déjà, on a encore d'ailleurs des problèmes pour se rendre compte que nous, braves gens qui vivons sur cette terre, on est au-dessus de la terre, alors qu'on est en dessous de la terre. On est tous suspendus par les pieds au-dessus du vide. Mais non, mais c'est ça le problème, c'est que on a toujours tendance à ramener tout à nous et à notre environnement immédiat. C'est-à-dire, on est sur la terre, non, on est sous la terre. Ça dépend comment on se fait. Hein. Donc on a la tête en bas en permanence, parce que la partie importante, c'est le centre de la Terre. Pour la galaxie, c'est un peu la même chose. Donc si on regarde uniquement notre galaxie depuis notre système, en combinant tout ce qu'on peut combiner de connaissances, des mouvements, etc., on a des problèmes. Quand on regarde les autres galaxies, on commence à mieux comprendre comment elles fonctionnent elles-mêmes, parce qu'on les voit à l'extérieur. Donc on arrive à intégrer un certain nombre de petites choses dedans, mais il faut que la physique continue de travailler. Je crois que le fond de l'affaire, c'est, une fois de plus, il faut arriver à désaffectiver nos sensations, hein, ce que dit La Fontaine très bien, hein, la raison décide en maîtresse. La raison, c'est le raisonnement, c'est la pensée. Hein. Et ce qui est indispensable, ce que ne dit pas complètement La Fontaine dans cette fable-là, mais je lis dans une autre, dans d'autres, c'est qu'il ne suffit pas de chercher quelque chose, etc., mais il faut partager ce qu'on se trouve. Il est absolument indispensable, c'est un petit peu ce que nous dit le père Blanqui, hein, c'est absolument indispensable, dès qu'on avance quelque part, de partager, de confronter nos idées avec celles des autres pour pouvoir s'enrichir les uns les autres et pouvoir avancer comme ça. C'est la seule façon de s'en sortir. Hein, le savant qui sait tout et qui est dans le fond de sa cave et qui ça n'existe pas. Il y en a sûrement qui font ça, mais ça sert à part à eux, ça sert à personne. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de partager, d'enseigner et de réfléchir. Voilà. Je suis désolé, je ne peux pas parler beaucoup de relativité, parce que d'abord, j'y connais rien. et en quantique, j'y connais pas grand-chose non plus. Donc, Bonsoir. Merci pour votre conférence qui était magnifique. Enfin, voilà. Je voulais juste vous demander à propos du vide. Ça s'appelait l'éther. On a trouvé que ça n'existait pas, l'éther. Non, bien sûr. On a cru que c'était de l'éther. Et quelles sont les dernières alors, en ce qui concerne l'environnement, l'éther, la quintessence, hein, cette matière qui baigne l'environnement extraterrestre, donc évidemment, depuis l'Antiquité, on a un peu changé. Depuis Descartes, on a changé aussi, bien sûr, puisque Newton nous montre très bien, et Huygens va le montrer aussi de la même manière, c'est que la gravitation, la gravité, l'attraction et la lumière, ça se déplace dans le vide. Il n'y a pas besoin de support, contrairement au son, qui est une onde mécanique, hein, qui a besoin d'un support. Le son n'existe pas dans le vide, mais il y a besoin d'un support pour le transmettre. Et donc ça, il comprend très bien. On comprend très bien à l'époque de Newton qu'effectivement, on n'a pas besoin de support, comme le pensait Descartes, pour pouvoir faire tourner tous ces trucs-là. Ils tournent tout simplement parce qu'ils s'attirent l'un et l'autre, et puis voilà. Donc ils tombent. Les planètes tombent vers le Soleil, mais comme elles avancent en même temps, elles le ratent et font le tour. Si elles tombent si elles avancent trop vite, elles vont s'en aller. Si elles avancent pas assez vite, elles vont vous tomber dessus. C'est le problème effectivement de ces étoiles. Si la galaxie tourne trop vite, les étoiles devraient partir. Or, elles ne partent pas. Donc il doit y avoir quelque chose qui fait qu'on s'est complètement gouré, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois. Hein, on peut se tromper sur les estimations de distance, etc., sur la présence d'interactions qu'on ne connaît pas encore. Mais effectivement, si on a un raisonnement purement simpliste, ça ne marche pas. Bon, très bien. Mais on n'a plus besoin de mettre quelque chose pour faire tenir les planètes, puisque Newton nous a bien montré que voilà, ça marche tout seul. C'est parfait. Donc c'est toujours, il faut toujours en fait sortir de nos certitudes. C'est Galilée qui nous le montre tout de suite, hein. Il nous le dit tout de suite. Mais Bruno l'avait déjà dit. Il dit, lui, ils font les cieux, ils font les cercles de cristal. Sur quoi reposait le système avant? Mais nos planètes qui tournaient autour de la Terre, qui étaient portées par quelque chose, étaient portées par des bulles transparentes, donc des bulles de verre, de cristal, etc. Et voilà, le problème, c'est que quand on a une comète qui se promène là-dedans, elle casse tout.
comment elle fait pour passer et sans rien casser. Voilà. Donc ça veut dire que le coup de la bulle, ça ne marche plus. Mais tant qu'on se contente de rester, pas s'occuper des comètes, ça marche très bien. Et Bruno, lui, il dit, mais non, mais moi je traverse tout ça, j'ai pas besoin, je casse les bulles, je fends les bulles, je fends et je vois de loin ce que d'autres voient de près. Je vois de loin, moi. Et moi j'aime bien ça, parce que Bruno nous décrit en fait quasiment la Terre comme si on l'avait de l'extérieur. Il a fallu attendre quand même presque, pas tout à fait 400 ans, 300 et quelques années après Bruno, pour qu'on ait une image de la Terre vue de l'extérieur. C'est quand même... Il n'y a pas vieux ça, hein. La Terre, vraiment, comme une planète. Les trucs, on a des images fantastiques de la Terre vue depuis Saturne, vraiment bien loin. La Terre, pas loin du Soleil, quand on regarde ça depuis Saturne. Bruno, il l'avait vu comme ça, dans son esprit. Il disait, la réalité, c'est pas ce que je vois maintenant, c'est comment je le pense. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça se recoupe. Entre parenthèses, vous avez 3 petits livres écrits par Jean-Louis Heudier, si vous voulez les consulter et vous acheter avant de partir. Les consulter. Ouais. Non mais il y a quelqu'un là. Oui. Il y a quelqu'un là déjà. Non mais là il y a... Pardon? Ah oui, je veux juste vous poser une question. Vous avez dit qu'on avait commencé à avoir une approche de la mesure de la vitesse de la lumière et qu'on avait pensé que c'était une onde. Mais y avait-il pas dès cette époque un antagonisme de théorie entre la nature corpusculaire ou ondulatoire de la lumière? Oui, il y avait déjà dès cette époque-là, puisque dès Newton, en fait, bon, si la lumière est une corpuscule, comme le pense Newton, elle ne va pas se déplacer de la même manière. Disons, le changement de milieu ne doit pas se faire de la même manière que si c'est une onde. Et en fait, la clé va être trouvée, on va trancher en fait beaucoup plus tard, pour montrer que en fait, c'est ni une onde ni une lumière, mais c'est les deux. C'est les deux. La lumière est ni une onde ni une corpuscule, c'est une onde et une corpuscule, tout dépend en fait de la façon du mode d'observation. Si on l'observe comme une onde, c'est une onde, si on l'observe comme une corpuscule, c'est une corpuscule. Voilà, c'est tout. Donc ça, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour arriver à comprendre ça et avoir les équations qui permettent de comprendre ça. Alors ça paraît complètement impossible, farfelu, mais le comportement de la lumière, ça vous pouvez vous en rendre compte tous les jours, quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense a priori quand on nous racontait à l'école. Quand vous regardez à travers une vitre, vous voyez des choses qui sont derrière la vitre, mais vous voyez aussi des choses qui sont devant la vitre. La vitre, elle sert aussi un peu de miroir. Bon, moi, à l'école, comme tout le monde, pense qu'un miroir, c'est quelque chose qui reçoit la lumière, puis elle repart. Là, c'est un miroir qui ne fait pas tout revenir, fait revenir qu'un petit peu la lumière. Ok ? Ça vient, donc ça se comporte à la fois comme une vitre ou comme un miroir, mais pas complètement comme un miroir, parce qu'il n'y a qu'une petite partie de la lumière qui vient. Puis il y a aussi qu'une petite partie, une grande partie de la lumière qui traverse. Et si on se pose la question, en tant que grain de lumière, moi je suis un grain de lumière, j'arrive là-dessus, comment je sais si je recule ou si je traverse? Comment je peux écrire les équations de cette chose-là? C'est impossible avec notre physique élémentaire. Et là, on est en face d'un phénomène quantique extraordinaire qu'on a devant soi tous les jours. Mais on l'évacue. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que si on veut vraiment l'expliquer, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. On dit, il y en a 30% qui passent, mais pourquoi? Pourquoi 30% seulement? Et lesquels 30%? C'est ceux de gauche, ceux de droite. Et donc, ça veut dire que les modes de représentation ne sont jamais la réalité. Ils s'en approchent. Et selon le mode de mesure qu'on va utiliser, on va être obligé d'utiliser des outils différents. Mais on n'aura jamais la réalité, on aura toujours des approches de cette réalité qui vont expliquer, permettre de comprendre de plus en plus de choses, mais on ne comprendra jamais tout. C'est ça qui est bien, il y a du boulot. Monsieur? Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous avez expliqué l'histoire un peu de l'astrologie sur 3 siècles, 3-4 siètres. Astronomie, L'astronomie, pardon.
Et excusez-moi. Bon, comment dire, je vous demanderai pas une question savante comme le monsieur là, mais je voudrais savoir peut-être une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous-même vous observez les étoiles? Oui. Si oui, avec quel instrument? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'instruments, des fois que je regarde sur des sites d'astronomie, et avec des lunettes qui sont par exemple de Newton, Cassegrain. Pouvez-vous me dire maintenant quelles sont à peu près les lunettes les plus performantes pour regarder la Voie lactée ou les galaxies? Merci. Si c'est pour soi-même, pas de manière professionnelle, etc., si c'est juste pour se faire plaisir et avancer que ça, commencez avec vos yeux tout court, et puis ensuite utilisez une paire de jumelles, déjà. Vous avez des jumelles, mettez-vous bien, comprenez bien une chose importante, c'est que la lunette qu'utilisait Galilée était de bien moins bonne qualité que n'importe quelle paire de jumelles de théâtre qu'on a actuellement. Hein. Donc voilà. Donc avec des jumelles, vous allez voir des choses extraordinaires déjà. Une fois que vous aurez pris l'habitude de lire le ciel avec vos jumelles, de bien régler vos jumelles d'abord, parce que presque tout le monde ne règle pas les jumelles, il faut les régler à chaque fois qu'on les utilise, et avec les yeux différents. Bon, je ne peux pas faire un cours de jumelles maintenant, mais c'est très compliqué, malgré les apparences. Quand vous aurez fait le tour des jumelles, et on ne le ferait jamais, vous pouvez vouloir aller un petit peu plus loin. Donc à ce moment-là, il faut utiliser une petite lunette, mais il faut déjà avoir bien déblayé le travail avec des jumelles pour pouvoir savoir si on prend une petite lunette, quel type d'entraînement, quel type de monture, qu'est-ce que vous voulez faire avec, s'il peut faire de la photo, s'il pas pour faire de la photo, s'il peut faire de l'observation, ça va être des instruments différents. Mais à partir du moment où vous aurez commencé à acquérir de l'observation avec des instruments courants, simples, vous avez des jumelles chez vous, allez-y, sans problème, là vous allez peut-être avoir des besoins, et à ce moment-là, on peut en parler, on peut savoir si c'est un Newton, un Cassegrain, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est juste du tourisme, faites déjà avec les jumelles, et vous allez avoir déjà des choses tout à fait magnifiques. Rien que sur la Lune. Regardez la Lune avec une paire de jumelles, mais c'est fantastique. Hein? Et après, vous allez voir à côté de la Lune, vous allez voir des tas de trucs, les Pléiades avec des jumelles, la galaxie d'Andromède avec des jumelles, c'est super. Donc, allez-y. Il faut regarder le ciel tout le temps. Donc, il faut casser les ampoules des réverbères. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si, quand, comment et pourquoi l'Église a renoncé à son soutien pour le système de Ptolémée. Elle n'avait pas le choix. Parce que le système de Ptolémée, c'était le système qui permettait d'expliquer à peu près tout, qui était en fait, en gros, c'était Aristote qui avait déjà pondu ça quand même quelques siècles auparavant, 5 siècles, 6 siècles avant Ptolémée. Donc voilà, on a un truc qui fait consensus, on est d'accord. L'Église, son boulot, c'est d'essayer de gérer les angoisses. Donc ensuite, d'abord gérer l'angoisse tout à chacun, donc trouver des réponses toutes faites qui permettent d'évacuer les questions. Hein, bon, alors elle va faire son boulot là, mais elle va surtout faire ce travail avec des fins essentiellement politiques. Il ne faut pas oublier que c'est le pouvoir qui compte. Donc assujettir tout le monde, c'est efficace. Donc tous les gens qui vont se poser des questions, il faut leur trouver des réponses. Donc on a un truc qui fait consensus depuis longtemps, ça marche très bien, ça explique simplement les choses, et puis ça devient grave effectivement à partir du moment où on commence à acquérir suffisamment d'observations qui remettent en cause complètement en fait ces certitudes qu'on a depuis toujours. On nous dit, Dieu il a fait le monde en 7 jours, le ciel, la terre, très bien. C'est bien ça que ça ne marche pas trop, ce truc-là. Après, on va dire, oui, mais c'est une allégorie. Bon, très bien, on évacue, mais comment ça marche en vrai? Et donc, même que des gens comme Kepler, en fait, il va s'attacher à dater la Genèse. Essayez. On se gourde quelques millions d'années, mais c'est pas grave, on a 1 milliard. Mais il va dater la Genèse. C'est une des préoccupations. Non pas pour dire, mais éventuellement pour dire à l'Église, ben voilà, on a des arguments solides là. En fait, on se rend compte très très vite que si on commence à faire ce genre de choses, on remet tout en cause. Et ce qu'on remet en cause, c'est en fait la domination. Et à ce moment-là, ben, on est forcément en danger.
Donc l'Église, elle va s'appuyer, l'Église ou toutes les religions, en fait, vous donnent des certitudes sur un certain nombre de choses. Ce que les religions, quelles qu'elles soient, n'acceptent pas, c'est qu'on remette en cause les certitudes. Ils disent pas, c'est pas comme ça que ça se passe, ils disent, c'est pas comme ça que c'est écrit. Mais qui est-ce qui a décidé que c'est des Écritures saintes? Oui, mais quand l'Église a reconnu son erreur? Elle n'a pas fini. Elle continue. Actuellement. Ah non, mais que pour la Terre, elle est d'accord. Que la Terre bouge, elle admet actuellement que la Terre bouge. Hein, ben c'est après, à partir du moment 18-19e siècle, on a commencé à avoir des problèmes. Donc, bon, la Terre bouge, très bien. On a réhabilité Galilée. Seulement, mais Bruno, on ne l'a pas réhabilité. Parce que lui, il est plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on dit? On est d'accord. Bon, d'accord, c'est le Soleil qui est le patron, etc. Le fait que le Soleil ne soit qu'une étoile, on n'en parle jamais. Le fait que l'espèce humaine, les espèces, quelles qu'elles soient, évoluent et ne sont pas éternelles, on n'en parle jamais. Que la Terre existait avant que les hommes existent, on n'en parle pas, ça. Et puis qu'elle existera aussi après que les hommes existent, quand ils n'existeront plus. Donc elle a pas, ça évolue lentement, mais elle a réhabilité, entre guillemets, Galilée, il n'y a pas longtemps, hein, c'est pas vieux. C'est quand même, 350 ans après. Hein. Mais je vous dis, les autres, ils ne sont pas réhabilités. Oui. Merci encore pour ce fabuleux voyage que vous nous avez fait vivre, non seulement dans le domaine des connaissances astronomiques, mais dans la littérature, dans la peinture, etc. Et en vous écoutant, je me remémorais un film que j'ai vu il y a plusieurs années, qui m'avait beaucoup marqué. C'est un film argentin qui racontait l'histoire d'Hypatie, cette savante d'Alexandrie, de l'Égypte hellénistique, et qui faisait des recherches et qui avait, d'après le film, trouvé que le mouvement des planètes suivait une courbe, une ellipse, et non pas circulaire, etc. Et qui est assassiné et lapidé par les chrétiens. Je voudrais savoir si c'est une légende, c'est une invention du cinéaste, avec beaucoup de talent d'ailleurs, ou si elle a sa place dans l'histoire des connaissances. Hypatie, oui, c'est une copine. Non, Hypatie a sa place, mais elle a fait un gros boulot à Alexandrie, etc. Effectivement, alors bon, il y a sans doute un petit peu de l'histoire de l'ellipse, bon, faut voir. Mais effectivement, non, mais l'héliocentrisme d'Hypatie, en fait, elle reprenait celui d'Aristarque, hein, qui avait été proposé auparavant. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ceux qui ont considéré que l'idée d'Aristarque était la bonne. Qu'est-ce que montre Aristarque? Aristarque qui montre que, deux mots là-dessus, il mesure la distance de la Terre à la Lune. Quand même balèze. Hein. Il mesure la distance de la Terre à la Lune, non, pas la taille de la Terre, ça c'est Eratosthène qui fait ça. Non, il mesure la distance Terre-Lune. C'est beaucoup plus sûr que ça. Hein, et il montre que le Soleil est plus gros que la Terre. Et il dit, donc c'est le Soleil qui doit être au milieu. Voilà ce que propose Aristarque. Mais on est au IIIe siècle avant notre ère. Donc Hypatie, c'est le deuxième. Hypatie, c'est un peu après. Donc l'Église a fait une mauvaise pioche en prenant Ptolémée par rapport à lui. Non, mais le problème, c'est que lui, personne ne voulait en entendre parler, c'est normal. C'est tellement plus confortable de rester dans des trucs qui roulent tout seuls. Tant qu'on ne se pose pas de questions, là. Bonsoir, donc merci pour l'exposé qui était super. Alors, il semblerait qu'au milieu de notre galaxie, il y a un énorme trou noir. Et en fait, voilà, donc bon, déjà une première question, est-ce que ce serait pas lui qui justement empêcherait que les étoiles s'en aillent? Et deuxième question qui m'intrigue encore plus, j'arrive pas à comprendre. Bon, apparemment, on est issu du Big Bang originel, enfin bon, il y a une théorie autour de ça. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le Big Bang n'est pas resté un trou noir. Alors ça, c'est une autre histoire. C'est une autre conférence que je vais la faire un jour. Il y a deux choses. Alors, effectivement, il y a un trou noir au centre de toutes les galaxies. Ça, c'est clair, apparemment.
Toutes les galaxies ont un trou noir au milieu. Le trou noir de notre galaxie, c'est pas énorme, 4 millions de masses solaires, c'est quand même pas terrible. C'est un bon trou noir pour une galaxie de taille moyenne. L'histoire de Big Bang, c'est complètement autre chose. Big Bang, c'est effectivement, quand on remonte la physique qu'on a actuellement, les mesures qu'on a actuellement dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 14 milliards d'années, la densité de l'univers décroît extrêmement rapidement, et donc, c'est une loi simple de la physique, la température décroît aussi très rapidement. Quelques milliards de degrés en une fraction de seconde. C'est ça qu'on appelle le Big Bang. On s'est à peu près remonté à tout ça avec notre physique actuelle jusqu'à une petite fraction de seconde après ce point singulier. Mais voilà, après comment les choses se sont passées, on commence à avoir des idées relativement précises, mais les galaxies n'apparaissent que quand même sérieusement au bout de quelques centaines de milliers d'années après ce moment très particulier. Notre galaxie, elle n'apparaît que 4 milliards d'années plus tard. Donc on a... et nous, là-dedans, on apparaît qu'il y a seulement une dizaine de millions d'années. Donc c'est vraiment... Donc on est dans une phase où, effectivement, à partir de mesures qui sont faites sur quelques fractions de secondes, on remonte une histoire qui dure une année complète, quoi. C'est assez complexe. Donc la seule façon de comprendre un peu mieux ça, je suis désolé, mais il faut faire de la physique et des mathématiques. Donc il est plus facile de lire les équations de l'univers que d'expliquer ce que c'est. Mais pour ça, il faut apprendre la musique. Il faut apprendre la musique. La musique, c'est des équations chez nous. Mais dire que ça paraît bizarre, mais c'est pas plus bizarre que quand un musicien entend de la musique quand il lit une partition. Un physicien comprend l'univers quand il voit les équations. C'est tout. Mais on apprend le langage et c'est pas plus compliqué d'apprendre ce langage-là qu'à d'autres. Ça nécessite un peu de temps, mais voilà. Donc, une fois de plus, et c'est Galilée et ces braves gens nous l'ont bien dit, c'est pas avec nos sens qu'on va comprendre les choses, c'est avec notre culture et notre intelligence et nos échanges. Donc il faut pas avoir peur de se dire, il faut que je bosse, il faut que je fouille, et puis il y a des langages à apprendre, on les apprend. Mais il n'est pas possible de se faire une représentation plastique de l'univers. On peut se faire des projections comme on veut, mais une représentation plastique de l'univers n'a pas de sens. Parce qu'il n'est pas fait comme nous. One more. Henri, là-bas au fond. Encore une là. J'ai encore une question, monsieur Dieu. Concernant la matière et l'antimatière. Oui. Alors, tout est inversé entre matière et antimatière. Seulement, il y a une chose dont on n'a jamais parlé, ou à ma connaissance du moins, on n'a jamais parlé, c'est la répulsion ou l'attraction. Est-ce que deux masses de matière oui. s'attirent, oui. et deux masses d'antimatière se repoussent? Oui. Oui. Bon, alors, non, je suis pas sûr. Je peux pas répondre. Non, on n'a pas de raison. Et moi non plus. Parce que ça expliquerait aussi non, mais effectivement. s'il y a de l'antimatière entre les galaxies. Ah non, mais il n'y a pas il y a de l'antimatière, on ne sait pas trop où. Mais... Justement, oui. Votre prochaine conférence. Encore une question. Alors, la prochaine conférence, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sur l'étoile des mages. Ça, c'est un truc. C'est ici. Enfin, c'est quand? C'est le mercredi prochain. Le 5. Le 5. Mercredi. Hein? C'est le 5, ici. Ici, 18h. C'est quoi le... C'est bon? Les romages. Bon. Eh bien, on vous donne rendez-vous le 6 avec le directeur des musées nationaux pour les Alpes-Maritimes, avec Maurice Fachuret, qui nous parlera de l'engagement des artistes au XXe siècle. Voilà. Donc, on remercie Jean-Louis de ce voyage qu'il nous a fait faire et surtout les nombreuses interrogations. Mais la prochaine conférence de Fréchuré, ce sera pareil.
toujours dans l'interrogation, puisque c'est sur art et engagement, la fameuse affirmation de Picasso, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. Donc beaucoup de questions. Donc je vous remercie. Vous savez que les Amis de la Liberté, on a qu'un petit budget, donc on